Chapitre 1. Aujourd'hui, je me suis vu mourir. Des millions de gens m'ont vu mourir. Crissements de pneus, des klaxons qui retentissent, des insultes qui fusent derrière les pare-brises, des automobilistes qui braquent brusquement leur volant, les yeux affolés, bouche bée. Ma voiture de sport lancée à pleine puissance dévore l'asphalte. J'accélère encore. Dans le rétroviseur, les gyrophares disparaissent. Je maintiens la distance entre mes poursuivants. Le nez pointé vers le haut, j'aperçois l'hélicoptère. Je fonce. Surgi du virage, un camion arrive en sens inverse. Impossible de l'éviter. J'appuie nerveusement sur la pédale de frein. Trop tard, je perds le contrôle. L'avant de mon bolide heurte une pierre, se dirige droit vers le précipice et s'élance dans le vide à plus de 250 km/h. Vol court, chute libre, mon esprit entre en collision avec la réalité. Je termine ma course folle 200 mètres plus bas. Un souffle étouffé, la carcasse s'embrase et explose sur les récifs escarpés de l'océan Pacifique. Mais là, je m'égare. Veuillez m'excuser. Laissez-moi plutôt vous raconter mon histoire par le commencement. C'est pourtant bien par là que je dois commencer. Peut-être que ça simplifiera les choses et lèvera quelques doutes. Ou bien, au contraire, cela ne fera qu'épaissir le mystère qui plane sur moi. Nous caressons tous l'espoir qu'un jour nos rêves se réaliseront, n'est-ce pas? Que nos efforts seront récompensés et qu'en persévérant on y arrive tôt ou tard. Pourtant, ils sont nombreux ceux qui abandonnent leurs rêves lorsqu'ils doivent endurer le train-train quotidien d'une vie au rabais. Une seule chose m'a toujours motivé, casser cette routine infernale qui me tue à petit feu et gagner enfin ma place au soleil. Au cours de mes 10 années passées à travailler sur des chantiers comme ouvrier, je n'ai jamais cessé de croire en ce jour providentiel. Pendant 5 ans, j'ai pris des cours d'anglais en dehors de mes heures de travail, ce qui, à mon avis, fut l'une des meilleures décisions de ma vie. En plus, ça cadrait parfaitement avec la version de l'homme que je voulais devenir. Parmi toutes les choses qui comptent vraiment dans le monde du travail et qui sont rarement célébrées par nos supérieurs, ce sont les vacances. Qui plus est, si, comme moi, vous n'attachez aucune valeur à votre boulot, alors il n'y a aucune raison de s'en priver. Je suis parti au Népal escalader les montagnes, puis à New York voir les gratte-ciel et les taxis jaunes. Après ça, j'ai écrit un livre qui, malheureusement, a été refusé par une bonne vingtaine de maisons d'édition, qui devaient sans doute estimer que mon manuscrit ne figurerait jamais sur la liste des best-sellers. Croyez-vous que j'ai été affecté par leur refus? Oui, mais pas au point d'abandonner la partie. J'ai tenté le tout, pour finalement débourser 2000 €, soit toutes mes économies pour pouvoir le publier à compte d'auteur. Est-ce que j'étais fier de voir mon nom sur la couverture? Sans aucun doute. J'ai commencé à faire des séances de dédicaces dans des supermarchés, à tenter de vendre ne serait-ce qu'un seul de mes romans. Mais au bout du compte, j'ai vite compris que dans l'univers du livre, sans publicité, je n'existais pas. Quitter mon travail et vivre de mes livres n'était pas encore envisageable. Je suis assis là, seul, à bord d'un véhicule de location, un 4x4 Chevrolet trop petit à mon goût, à repenser à mon minable petit appartement parisien. Bien trop minable pour mon ex-compagne Virginie Dutilleul. Je ne lui en veux même pas de m'avoir plaqué comme un moins que rien après seulement 2 ans à se fréquenter. Après notre séparation, Los Angeles m'avait semblé le choix idéal pour oublier et tout recommencer. Naturellement, je n'avais pas la moindre idée de ce que je cherchais réellement. Je décidais de ne plus croire que j'avais des difficultés financières. Je décidais que je n'avais rien à me reprocher et j'ai mis le cap sur Las Vegas. Après une longue route dans le désert, j'ai découvert la ville du jeu. J'ai arpenté pendant 3 jours et 2 nuits une bonne demi-douzaine de ces casinos, profitant de leur suite à couper le souffle, dépensant mes maigres économies dans l'espoir de gagner le gros lot pour finalement, et comme toujours, perdre. Dégoûté, je suis reparti vers la côte ouest sous le beau soleil californien jusqu'à San Diego en longeant le bord de mer pour rejoindre Los Angeles. Sauf qu'à cet instant, je suis en proie à la frustration. Les vacances se terminent et rien n'a changé. C'est même pire. J'ouvre mon portefeuille, il ne me reste que 500 $ pour finir la semaine avant de reprendre mon vol pour Paris. C'est vrai que, en temps normal, je ne me serais pas hasardé à vivre ce style de vie, mais, pour vous dire la vérité, j'en avais besoin. Qu'est-ce que je fous là, à gâcher mon après-midi avec mes pensées déprimantes? En quittant l'autoroute environ 2 heures plus tôt pour aller vers le centre-ville, je ne m'imaginais surtout pas finir dans un parking à cogiter sur ma vie. Je bois une gorgée de la bouteille de jus de fruits posée près de moi. Je reste assis là, seul, dans cette bagnole à méditer sur ma pitoyable existence, lorsqu'un homme sort de l'ascenseur. Dissimulé derrière mon pare-brise teinté, je l'observe tandis qu'il paye à la caisse automatique. Il est grand et porte un costume ample et coûteux.
des chaussures de luxe en cuir noir et ses cheveux sont argentés et parfaitement coiffés. Il sent le fric à plein nez, si vous voyez ce que je veux dire. Je me demande quel genre de voiture il possède. Il marche d'un pas vif et passe devant mon 4x4 sans me voir. Machinalement, mon regard prend de l'avance sur lui et anticipe sa direction de seulement quelques mètres à la recherche de son véhicule. Comment n'ai-je pas pu le voir avant? Trop accablé sans doute par mes soucis. Je fixe ce bolide aux courbes élégantes et agressives, garé entre deux Ford Mustang, presque face à moi de l'autre côté de l'allée. Une Bugatti Chiron noire et gris métallisé. Ce que je sais, c'est que cette bagnole coûte plus de 120 fois le prix de la mienne. C'est la plus rapide et la plus chère du monde. En ouvrant la portière, l'homme confirme ce que je pensais. J'ai vu juste, c'est bien la sienne. Je le regarde, curieux de le voir démarrer. Soudain, j'entends ce bruit énervant de moto. Je tourne la tête à la recherche de cette intrusion sonore de plus en plus forte. Ma vitre arrière droite est à moitié baissée. Je suis tenté de tourner la clé de contact pour pouvoir actionner la commande de fermeture automatique des vitres et atténuer ce bruit assourdissant. Mais je laisse tomber. Un couple de connards sur une grosse moto passe devant moi et ralentit. Je remarque que le Richman se tient encore debout près de sa voiture de sport à 1 million de dollars. Un portable à la main et une mallette dans l'autre. C'est alors que tout s'enchaîne à une vitesse folle. La moto s'arrête à sa hauteur. À leur combinaison de motards, je n'ai aucun mal à distinguer la silhouette d'un homme et celle de la femme derrière lui. Avant même qu'elle descende de son siège, je sens que quelque chose ne va pas. Je me contracte inconsciemment et écrase mon gobelet vide dans le creux de ma main, renversant quelques gouttes de jus sur mon pantalon. Elle se déplace avec l'aisance d'un top modèle et se dirige droit sur le type en costard qui la regarde d'un air médusé, frustré de ne pas voir le visage de la créature qui se cache derrière ce casque noir. « N'essayez pas de m'intimider, vous ne me faites pas peur !» leur crie-t-il. « Fichez le camp d'ici !» J'ai un mal fou à prendre une décision. Brusquement, je sens une forte poussée d'adrénaline m'envahir lorsque je la vois braquer un flingue sur lui. J'entends le milliardaire crier. « Vous êtes complètement folle !» Elle tire 2 balles de revolver et lui arrache sa mallette des mains. L'homme s'effondre le long de sa voiture de sport. Ma colère monte d'un coup lorsque je la vois qui vise sa tête. Je tourne la clé de contact et appuie méchamment sur l'accélérateur. C'est une tentative ridicule, je le sais, mais trop tard. Mon 4x4 se réveille brutalement et s'élance plein phare hors de sa cachette. Tétanisée par mon intervention héroïque, la flingueuse reprend très vite ses esprits et se précipite vers son complice. Je fonce droit sur elle, mais cette garce réussit à enfourcher sa grosse cylindrée. Le salopard qui l'attend sur la moto accélère plein gaz. Et dans sa fuite, elle se retourne et tire plusieurs coups de feu en arrière. J'appuie fortement sur la pédale de frein et ma voiture s'immobilise dans un crissement de pneus. J'ai eu une chance inouïe. Dieu merci, aucune de ces balles ne m'a touché. Mon regard ahuri reste encore fixé quelques secondes sur sa jolie paire de fesses, jusqu'à ce qu'elle disparaisse définitivement de mon champ de vision. Je retiens mon souffle et ouvre la portière d'un geste vif. Je regarde en direction de la Bugatti. Le milliardaire est toujours en vie. D'un pas rapide, je pars le rejoindre sans cesser de tourner la tête dans tous les sens. Arrivé près de lui, je constate qu'une mare de sang recouvre l'asphalte. Il respire bruyamment et me regarde. Ses yeux sont froids, vides, étrangement calmes, comme s'il accepte son sort. Je reste planté là, à me balancer sur place un petit moment. Puis, mon cerveau rétablit le contact. « Appelle les secours, pauvre con !» Merde, je n'ai pas de portable. Comme s'il lisait dans mes pensées, l'homme prend quelques inspirations. « Laisse tomber, mon grand, je suis foutu. Je n'ai pas l'intention de vous laisser crever ici, vous m'entendez? T'as l'air d'un bon gars, mais au stade où j'en suis, je n'en ai plus pour très longtemps. Tu comprends ce que je te dis? Merde, laissez-moi au moins appeler les urgences avec votre portable. Ils pensent qu'ils ont réussi leur coup. Mais qui ça, il? Il faut alerter la police. Je me baisse et m'accroupis près de lui. Ouvrez la portière et prenez ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte à gants. Dépêchez-vous. Mon esprit est trop confus pour réfléchir. Je me baisse et m'introduis à l'intérieur de l'habitacle. Tout y est extraordinairement soigné et d'une élégance à couper le souffle. Mes doigts effleurent la poignée de la boîte à gants. Je sens soudain mon pouce accélérer. Je me demande ce qui a bien pu justifier une telle mise à mort. Je me décide à exécuter les dernières volontés de cet inconnu. Je l'entends qui lutte toujours pour gagner quelques précieuses minutes de vie. Puis, j'ouvre la porte de la boîte à gants et m'empare de ce qu'il y a dedans. Il est toujours vivant. Je lui tends la petite sacoche noire en métal renforcé. Sa taille est celle d'un livre de poche. « Quel est ton nom ?»« Edmond, monsieur. Edmond Delacroix. »« Aaron Clark. » Il me fait un petit signe de sa main pleine de sang en direction de la sacoche. « Garde-la. Elle contient un tout nouveau concept. Une application révolutionnaire de développement personnel que j'ai mis au point. Fais les bons choix, Edmond, et tes intentions les plus chères pourraient bien se réaliser. Ça, tu peux me croire. »« Monsieur, merde. Aaron, répondez-moi. Aaron. » Monsieur Aaron Clark est assis dans son sang, immobile, les jambes et les bras écartés, le dos contre la Bugatti. Son menton touche sa poitrine. Je me penche et m'approche plus près. Vois ses yeux qui fixent le bitume.
D'instinct, j'ai un mouvement de recul. Je le fixe avec une fascination horrifiée. J'entends une porte du parking se refermer au loin. Je m'écarte du corps, me retourne et me précipite vers mon 4x4. J'hésite un instant, puis grimpe à bord. Je jette un œil au rétroviseur, un homme arrive. Je mets le contact et démarre. Il faut que je sorte d'ici rapidement. Au moment même où je fais cette constatation, je repense au ticket de parking au fond de ma poche. Merde, je ne peux pas retourner sur mes pas pour payer à la caisse automatique. Je réfléchis une seconde, accélère, puis décide de monter jusqu'à l'étage supérieur. Bien joué, j'en aperçois une, personne en vue. Je freine bruyamment, paye et repars vers la sortie à l'étage du dessous. Les pneus crissent en descendant dans le virage. Il me reste encore quelques mètres à parcourir. Je marque un temps d'arrêt, introduis le ticket dans la fente et la barrière se lève. J'appuie de nouveau sur l'accélérateur. Ma voiture repart doucement en direction de l'autoroute. J'ai l'estomac noué. La nuit tombe. Je sais que je viens de faire une belle connerie. Je repense à ce qui vient de se passer. Je garde les deux mains sur le volant, déjà emporté dans le flot de voitures qui circulent vers l'ouest, en direction de Santa Monica. J'ai laissé mes empreintes un peu partout dans sa voiture, sur le siège et surtout dans sa putain de boîte à gants. Merde, quand les flics s'apercevront que j'ai fouiné partout, ils ne me lâcheront pas. Je serai le parfait suspect. Je jette un bref coup d'œil sur la petite sacoche noire sur le siège passager. J'ai bien envie de la foutre par la fenêtre. Je guette nerveusement dans mes rétroviseurs extérieurs. Je sais qu'ils m'ont pris en chasse. Des patrouilles de motards vont me tomber dessus. Peut-être qu'un hélicoptère m'a repéré. Ils sont à mes trousses. Je deviens paranoïaque. Tous ces films que l'on voit sans arrêt font travailler mon imagination à plein régime. J'ai bien l'intention de leur raconter la vérité. Il doit bien y avoir des caméras de surveillance dans ce parking. Oui, c'est ça, les caméras de surveillance. Ils verront que je dis vrai. Cet taré a tué ce mec de sang-froid et je me suis interposé. Voilà ce qu'ils visionneront sur les vidéos. Un type qui a du cran. D'accord, mais après, qu'est-ce qu'ils penseront? Que je n'ai même pas appelé les secours? Que j'ai fouillé sa caisse, pris quelque chose à l'intérieur avant de filer comme un enfoiré? Ils vont m'inculper pour complicité de meurtre. J'essaie de faire taire ce dialogue infernal dans mon crâne. Je dois rester concentré sur la route si je ne veux pas faire un accident. La peur me dit de faire demi-tour pour me rendre le plus vite possible dans un commissariat de police. Mais quelque chose m'en empêche. J'ai besoin de voir la mer. J'ai besoin d'être seul, loin de toute cette agitation. Ce petit motel sympa sur la route de Malibu, où j'avais si bien dormi 2 semaines plus tôt, sera parfait. La circulation sur la route côtière qui longe le bord de mer devient presque inexistante. Conduire n'est plus juste agréable, c'est un plaisir enivrant. Un soleil orangé enflamme l'océan. Je roule les vitres ouvertes, humant l'air frais du grand large, qui apaise mes nerfs à vif et mon esprit torturé. Tout est différent. Cette fois, l'insouciance des vacances a disparu. C'est le même itinéraire, mais cela semble se passer dans une autre dimension. Une dimension où je ne sais plus très bien qui je suis, ni ce que je suis venu y faire. Cette fois, il fait presque nuit lorsque je gare mon véhicule sur le parking du motel de Malibu. J'espère qu'il reste une chambre de disponible. Je marche d'un pas rapide vers la réception et réserve une chambre pour la nuit. 5 minutes plus tard, je m'enferme dans ma chambre à double tour. Chapitre 2. Il n'y a pas pire que le réveil pour faire voler en éclats votre optimisme de la veille. L'esprit sait toujours nous rappeler à l'ordre sans se préoccuper de nos belles pensées d'hier soir. Mais si en plus vous avez passé votre journée en enfer, alors ne vous attendez surtout pas à de l'indulgence de sa part lorsque vous reviendrez à la réalité. J'ouvre subitement mes yeux effrayés sur l'espace qui m'entoure. Mon cerveau paniqué fait une rapide mise à jour et reprend peu à peu conscience, passant en revue les événements du meurtre d'Aaron Clark. Le courage des petits matins m'a quitté. À la place, une boule d'angoisse m'étreint l'estomac. Je vais dans la salle de bain, me douche et me rase. Je fouille ensuite dans ma valise à la recherche d'une tenue inédite. Je possède 3 pantalons et 4 t-shirts. J'étale le tout sur le lit et enfile les 2 seuls articles que j'aime le plus. Un pantalon beige Ralph Lauren et un polo Hugo Boss vert foncé. Avec ma paire de baskets Nike noires aux pieds, je m'examine dans le miroir. J'ai l'air d'un mec en forme, sauf que j'ai le visage crispé et les yeux fatigués. Pas étonnant, vu que j'ai cogité toute la nuit sur le meurtre de cet homme. Mort pour une mallette. Et à chaque fois que j'y repensais, mes yeux revenaient inévitablement sur la sacoche posée sur la table de chevet. Il y avait forcément un lien entre les deux. Que pouvait bien contenir cette mallette pour que le prix à payer soit la vie d'un homme? Serait-ce possible que la flingueuse soit trompée? Peut-être qu'il n'y avait rien d'important à l'intérieur. L'erreur est humaine. Oui, c'est ça. Cette garce a dû faire une grosse bourde. Ce qu'elle cherchait se trouvait dans la boîte à gants. J'étais en transe, réfléchissais plus vite que la lumière, marchant de long en large dans ce 25 mètres carrés qui me servait de chambre à coucher. Par respect pour cet homme, je ne pouvais toujours pas me résigner à ouvrir la sacoche pour voir ce qu'elle contenait. Devais-je m'en débarrasser, la remettre à ses proches, ou bien me rendre chez les flics dans les plus brefs délais? J'avais fini par m'endormir, le cerveau en proie à de terribles cauchemars, tous sans issue de secours.
Enfin délivré de mon sommeil, il me faut prendre une décision. J'allume le téléviseur, fais un balayage des canaux à la recherche de la chaîne d'infos. Aaron Clark, richissime et brillant scientifique, est mort cette nuit, victime d'une agression à main armée dans un parking du centre-ville de Los Angeles. La police n'a pour le moment aucune piste sérieuse. Tout porte à croire que ce meurtre soit l'œuvre d'un tueur professionnel, car le système de vidéosurveillance de l'immeuble a été soigneusement désactivé. Je fais corps avec l'écran, captivé à 100% par les paroles de la présentatrice. Pas de vidéo, ce sont de vrais pros. La police n'a pas encore lancé l'avis de recherche contre moi. Mon bref soulagement cède vite la place à une amère déception. Personne ne verra mon acte héroïque, juste mes empreintes un peu partout dans sa voiture. Personnage atypique, Aaron Clark vivait seul dans son manoir sur les hauteurs de Bel Air. N'ayant ni femme ni enfant, à ce jour il ne laisse aucun héritier connu. Sa fortune estimée à plus de 860 millions de dollars sera reversée au groupe Clark Corp, dont il est le fondateur. Branché sur un flux d'adrénaline en haut débit, mon cerveau fonctionne à plein régime. J'ai la nette impression qu'Aaron Clark m'a fait don d'une chose qui avait une importance capitale à ses yeux. Une chose si importante qu'elle lui a coûté la vie. Ma décision est prise. Je m'assois sur la chaise près du bureau, fais glisser la petite fermeture éclair de la sacoche et l'ouvre. Merde, mais qu'est-ce que c'est? Je regarde médusé cet étrange objet. Ça ressemble à une pierre noire rectangulaire, parfaitement lisse, avec cette brillance qu'ont certaines roches vitrifiées. Ses bords sont arrondis et sa taille fait celle d'un épais et grand téléphone portable. Je la tripote, la tourne dans tous les sens et la repose sur le bureau. Pas de vis, pas d'encoche, pas de bouton. Quelle blague! Monsieur Clark, vous êtes gouré de personnes. Je ne comprends pas votre truc. J'ai de plus en plus soif d'informations. Mais rien à faire. Je ne sais ni comment ça fonctionne, ni à quoi ça sert. Je fouille dans la sacoche. Hourra! Une notice d'utilisation. Exauceur AZ1. Mode d'emploi. Identifiez-vous à l'aide de l'aiguille stérile fournie. Piquez-vous le bout de l'index et faites-le glisser sur l'une des faces du AZ1. La mise en service se fera automatiquement par analyse du code génétique de votre sang. Aucune autre créature terrestre que vous ne peut utiliser l'appareil après son démarrage. Pourvu d'un accélérateur de particules miniaturisé, le AZ1, une fois activé, ne s'éteindra pas avant 2 millions d'années. Je relis plusieurs fois. Je ne crois pas une seconde à ce qui est écrit. Tout ceci est décidément trop bizarre. Je glisse de nouveau ma main dans la sacoche. Mes doigts reconnaissent l'ouverture d'une petite poche intérieure et s'emparent de son contenu. Ça ressemble à un sachet à thé. Je le déchire nerveusement. L'aiguille apparaît protégée par un bouchon en plastique transparent. Je reste planté là, à fixer la tablette noire posée devant moi. Elle brille comme un miroir. Je doute vraiment que tout ça soit réel. J'hésite encore un instant, puis pique mon doigt et d'un geste vif, le fais glisser sur l'une des faces. La trace de sang me fait penser à un coup de pinceau, un peu comme ces toiles exposées dans les galeries de Beverly Hills, faites par ces artistes déchaînés. C'est bien ce que je pensais. Il ne se passe rien. Soudain, je réalise ce qui vient de se produire. Je me lève, commence à arpenter la pièce de long en large et en travers. Mon cerveau est déjà en train d'échafauder une de ces belles et brillantes théories. « T'as fait une grosse connerie, t'entends, espèce d'abruti ?» me hurle-t-il dans mon crâne. « Ce Richman t'a piégé, connard. T'es inconscient ou quoi? Tu crois vraiment qu'il allait te filer un cadeau? Mais tu n'as vraiment rien compris alors. Ce mec t'a pris pour un dealer, un tueur dont il voulait se venger avant de mourir. Il voulait te faire payer ce que cette garce lui a fait. Ce gadget, certainement une arme de défense. L'aiguille. Tu t'es piqué avec une aiguille empoisonnée. » Je ne veux pas croire la voix en colère qui hurle dans mon esprit. Pourtant, je sais qu'elle a raison. Je me sens trop stupide de ne pas avoir envisagé cet aspect de la question avant de me foutre cette aiguille dans le sang. Je n'ai pas la moindre idée de la manière dont la situation va évoluer. Je suis vulnérable, effrayé, et pourtant je devine que l'angoisse qui m'étreint le cœur n'a pas encore libéré toute sa puissance. Je reviens m'asseoir au bureau et reste là à regarder le monolithe noir sans savoir quoi faire. Soudain, je remarque avec stupéfaction que ma trace de sang a disparu. Intrigué, je me penche, saisis l'objet et fais glisser mon pouce là où elle aurait dû se trouver. C'est alors que ce bloc de matière inerte prend vie. Animé par une étrange lueur bleue, toute la tablette s'illumine, change de couleur, puis devient translucide comme l'eau d'un lac sans fond. Je la retourne. Je n'en crois pas mes yeux. L'autre face a le même aspect, limpide, mais dont les profondeurs abyssales ne peuvent être vues. Lorsque mes doigts effleurent sa surface, des sillons se forment avant de s'évanouir comme le ferait un bateau sur une mer calme. C'est à peine croyable. Quelle merveille de technologie humaine. Serait-ce possible que ce que dit la notice soit vrai? À cet instant, comme pour répondre à ma question, un fabuleux tourbillon se forme au centre de la tablette, avec en son centre un message en lettres blanches. Règle numéro 1. Pour être accepté, une intention ne doit pas porter atteinte à la vie de toute créature d'origine terrestre ou extraterrestre. Règle numéro 2. Chaque intention acceptée et validée se réalisera. Règle numéro 3. Les règles numéro 1 et 2 seront respectées.
Je m'interroge pendant de longues minutes sur les capacités invraisemblables de cette étrange machine, tentant de percer le mystère de son mode de fonctionnement. Je la retourne dans tous les sens, tapote chaque parcelle, lui crie en pleine face, mais rien à faire. Toutes mes tentatives de m'en servir échouent les unes après les autres. Le tourbillon gagne de la vitesse et finit par engloutir les phrases du message. Puis, à son tour, il disparaît complètement dans cet océan miniature. À présent, l'eau qui recouvre la surface a retrouvé son calme et sa limpidité. Mais je sais que pour moi, c'est tout le contraire. Des réflexions en tout genre s'agitent dans ma tête, à la recherche de réponses. 20 minutes plus tard, j'abandonne, m'allonge tout habillé sur le lit, les bras tendus vers le plafond et l'appareil entre les mains. J'imagine alors ce que je ferais si même une seule de mes intentions les plus chères pouvait se réaliser dans ce monde. Rien qu'une seule. Votre intention de repartir à Las Vegas pour prendre votre revanche et gagner $1 million au casino est acceptée, Edmond. Voulez-vous la valider? Je sursaute, lâche la tablette et me redresse d'un coup. Là, j'ai vraiment la trouille. Le message est inscrit sur l'écran et je n'arrive pas à comprendre comment cette machine a pu connaître mon nom et surtout le fond de mes pensées. Car c'est bien l'intention que j'avais imaginée il y a encore moins d'une minute. Mais ce qui me fait vraiment flipper, c'est que j'ai entendu la voix de cette machine à l'intérieur de mon crâne. Voulez-vous la valider, Edmond? Bon sang, mais c'est de la folie. Il n'y a pas de son et pourtant j'entends distinctement le message qui est inscrit devant mes yeux horrifiés. N'ayez pas peur, Edmond. J'ai la capacité de communiquer avec vous par télédétection. Putain, mais qu'est-ce que c'est? Ne soyez pas grossier, Edmond. Cela ne vous va pas. Laissez-moi plutôt vous expliquer comment, en cet instant, je communique avec vous. Vous n'êtes pas sans savoir que le cerveau forme ses propres pensées à partir d'ondes électromagnétiques. Ainsi, j'intercepte et analyse l'énergie de résonance magnétique de vos pensées, décrypte leur contenu et programme ma résonance sur le langage intérieur de votre cerveau. Ce mode de communication à distance extrasensorielle me permet de vous comprendre à 100%, Edmond. Attendez une minute. Vous voulez dire que nous communiquons par télépathie? Oui.